L'Afrique fait-elle fausse route? Doit-elle vraiment se transformer en bon petit soldat du libéralisme? Mon invité répond par la négative à cette question. Kako Nubukwo est économiste, ancien ministre togolais et ancien directeur de la francophonie économique. Il rejette une Afrique ouverte à tous les vents des marchés mondiaux et dit pourquoi dans son dernier livre qui vient de sortir chez Odile Jacob et qui s'intitule « L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance ». Bonjour Kako Nubukwo. Bonjour. Alors, pas franchement un plaidoyer pour le libéralisme, votre bouquin. Non. De toute façon, depuis la crise des subprimes de 2008, 2008 je crois qu'on assiste au retour des États. Et donc, ça ne fait que confirmer ce que des gens comme moi avons toujours pensé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser l'économie au libre jeu des marchés. Ouais, mais vous allez un petit peu plus loin quand même dans ce livre. Vous dites carrément que l'Afrique, du coup, c'est devenu une espèce de laboratoire du néolibéralisme. Pourquoi vous dites ça? Oui, c'est-à-dire que les théories néolibérales que nous connaissons ont eu comme champ d'application privilégié l'Afrique et l'Amérique latine. Et donc, les programmes d'ajustement structurel des années 80 ont fait quand même beaucoup de dégâts parce qu'on a constaté le recul de l'État, le recul de l'éducation, de la formation, le recul de la capacité des Africains à créer de la valeur ajoutée, ce qu'on a appelé d'ailleurs un processus de transformation structurelle à l'envers, parce qu'on a une désindustrialisation précoce. Et en face, on a quand même 600 millions de jeunes que nous attendons sur le marché du travail pour les 40 prochaines années. Mais ça veut dire qu'on n'a pas retenu les leçons du passé? Parce que les politiques d'ajustement structurel, c'était les politiques à partir de la fin des années 80. Donc on a compris quand même au début des années 2000 que ça ne fonctionne pas. Et là, vous nous dites que ben non, on repart encore plus fort du côté néolibéral pour l'Afrique. Oui, c'est-à-dire qu'on a connu 3 temps. On a connu le temps des indépendances, donc on a appelé le temps du volontarisme, malheureusement soldé par ce qu'on appelait les éléphants blancs, donc des dépenses d'investissement sans croissance ni création d'emplois au bout, mais avec un surendettement qui était devenu insoutenable. Donc ce qui a expliqué l'arrivée de l'ajustement structurel. Mais l'ajustement structurel avait 2 dimensions. La bonne gouvernance, et je crois que personne ne peut faire l'apologie de la mauvaise gouvernance, mais une seconde dimension qui était la plongée sans filet de sécurité dans la mondialisation néolibérale. Et c'est contre ce second aspect que je m'insurge, parce que ça n'a jamais été pratiqué nulle part, en tout cas pas avec une telle violence. Vous êtes un protectionniste, au moins pour le secteur agricole. Vous le reconnaissez? Ah oui, moi j'appartiens vraiment à cette école de pensée qu'on appelle celle du protectionnisme éducateur de Friedrich List, qui dit qu'il faut protéger les industries dans l'enfance, de sorte qu'elles 19e siècle. Voilà, de sorte qu'elles puissent petit à petit affronter la concurrence internationale. Bon, à l'époque, l'Allemagne était très peu industrialisée par rapport à l'Angleterre. Et donc, c'était pour protéger l'industrie allemande. Vous voyez quand même le succès. Et il prenait ses leçons des États-Unis qui étaient en train de grandir à cette époque. Est-ce que donc vous ne croyez pas du tout au grand projet, au nouveau grand projet de l'Union africaine, de cette fameuse ZLEC, la zone de libre-échange commercial continentale? Si, il y a 2 dimensions dans la zone de libre-échange continentale. Une dimension qui me paraît positive, c'est-à-dire l'intégration africaine. Ça renvoie au rêve des pères de l'indépendance. Vous savez, le fameux groupe de Casablanca. Oui. Mais vous dites qu'il y a tous les problèmes de frontières qu'il y a aussi. Voilà. Il y a une seconde dimension qui est plus problématique. Et là, je crois qu'il y a 2 éléments importants. Il y a les éléments techniques. Pour aller à l'essentiel, on n'a pas de mécanisme crédible de sanction par rapport aux déviants. Donc, quand les gens ne respectent pas les règles du jeu, comment les sanctionner de façon crédible. Et puis, il y a la dimension que j'appelle celle de la vision. Est-ce qu'on pense naïvement
que la mise en place d'un marché va régler le problème de fond, qui est le problème de la production. Donc, quels sont les mécanismes incitatifs qu'on met en place pour que le marché puisse engendrer une remontée dans les chaînes de valeur? Bon, ce que vous dites très clairement, c'est que les chefs d'État africains, pour l'instant, ne sont pas sur ça. Ils ne sont pas sur cette chaîne de valeur qui est en fait le postulat d'une zone de libre-échange. Exactement. C'est-à-dire qu'on prend le problème par le mauvais bout. On ne part pas du postulat selon lequel le principal problème aujourd'hui en Afrique, c'est la production. Ce n'est pas le marché. Le marché, de toutes les façons, avec une population qui va être de 2 milliards en 2050, on l'a. On l'avait. Mais comment alimenter ce marché? Et donc, c'est là que ça se joue, à mon avis. Donc, on revient à ce protectionnisme sur le secteur agricole. À partir du secteur agricole, on pourrait reconstruire cette production de manière à ce que la valeur ajoutée des biens et des ressources de l'Afrique reste en Afrique. Exactement. Et même par les services, on pourrait le faire, mais à condition que toutes ces innovations qu'on appelle frugales, qu'on observe notamment dans le numérique, puissent passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y ait des systèmes nationaux ou régionaux d'innovation capables d'en faire des éléments de hausse de productivité globale des facteurs. Vous avez beaucoup travaillé sur le coton. 10 millions de personnes qui sont concernées en Afrique par la filière du coton. Les chefs d'État n'entendent pas ce que vous dites sur le fait que vous ne combattez pas la concurrence avec les mêmes armes à cause du protectionnisme américain, du protectionnisme européen. Pourquoi les chefs d'État africains n'entendent pas ça? Je crois qu'il y a deux raisons. Ils n'ont peut-être pas en tête les vrais chiffres de la protection que les pays du Nord accordent à leurs propres producteurs. Mais vous les avez publiés, ils sont publiés, ces chiffres. Le producteur américain bénéficie de 820 fois plus de soutien que le producteur tanzanien. C'est-à-dire 37 000 $ d'un côté contre 46 $ de l'autre. Et c'est des chiffres qui viennent de l'ONU. Exactement, exactement. Et le deuxième aspect, c'est que on s'est laissé embarquer dans les programmes d'ajustement structurel qui nous ont obligés à faire ce qu'on appelait le désarmement tarifaire. C'est-à-dire qu'on a baissé les droits de douane alors même qu'on voulait, s'agissant du coton, augmenter la part de transformation du coton. Ce qui fait que 60 ans après les indépendances, nous ne transformons toujours que 3% de la fibre de coton. J'ai quand même du mal à vous suivre, Kakoune Bubko, sur le fait que cet immobilisme viendra du fait que les chefs d'État africains ne sont pas informés. Ils le sont. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de rapports. Vous parlez des sorties de milliards d'argent de l'Afrique détournés à cause de l'optimisation fiscale ou de l'évasion fiscale. Les chiffres existent. Ils le savent. Pourquoi ne bougent-ils pas là-dessus? Il y a ce que j'appelle, moi, la superposition des discours. Je crois qu'on répond aux questions lorsqu'elles se posent. Mais on ne voit pas forcément la cohérence d'ensemble du dispositif. Et comme je le dis, la réponse souvent macroéconomique est celle qu'on donne au Fonds monétaire international. C'est-à-dire, on promet d'assainir les finances publiques. Celle qu'on donne aux pays émergents, c'est de dire, on va faire comme vous, on va transformer la matière première. Celle qu'on donne aux Nations Unies, c'est qu'on va atteindre les objectifs du développement durable. Mais on ne se pose pas la question de la cohérence entre ces trois niveaux de discours, macro, méso et micro. Et donc, il y a cet enjeu de construction d'une vision partagée. Bon, et les intellectuels africains, ils sont là pour proposer ce fameux modèle alternatif qui soit africain, l'Afrique pour les Africains, et qui soit pas le mimétisme du modèle néolibéral de l'Occident. Un économiste africain qui est au FMI ou à la Banque mondiale, il va répéter le catéchisme du FMI et de la Banque mondiale. Moi qui suis à l'université, j'ai peut-être plus de marge de manœuvre, mais ça, ce sont des choix individuels. Oui, en même temps, vous avez été ministre et vous montrez combien, dans ce livre, ça a été dur aussi de faire passer un certain nombre de messages. Oui, parce que quand vous êtes ministre, vous êtes pris par ce que j'appelle la dictature des urgences. Et donc, comme moi, vous travaillez sur la prospective, c'est-à-dire une construction sur le moyen long terme, vous avez effectivement un problème d'incohérence temporelle
Oui. Mais d'un point de vue intellectuel, on est d'accord, il peut y avoir un modèle alternatif. Vous y croyez, vous? C'est-à-dire que les États sont mus dans leurs relations internationales par leurs intérêts réciproques. Et donc, mon espoir, c'est que les responsables africains acceptent de défendre l'intérêt général des populations africaines. Et c'est là où se pose toute la question de la légitimité de nos dirigeants. Je veux dire, c'est quelque chose de très important. Et les peuples, est-ce qu'ils ne peuvent pas pousser ces dirigeants à aller vers cette direction? Oui, les peuples font de leur mieux, mais vous savez, nous sommes des héritiers d'États qui ont précédé les nations. Ce qui fait que vous avez des coûts de transaction très élevés lorsque vous voulez faire de l'action collective dans des espaces au sein desquels les populations ne se reconnaissent pas forcément comme étant mues par une même destinée. Merci beaucoup, Kako Nububko, pour vos réponses. Je renvoie les téléspectateurs à votre livre, L'urgence africaine. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir. En 2011, le plus gros tsunami de l'histoire du Japon s'abat sur Kamaishi. Le bilan est lourd, 3000 maisons détruites, plus d'1 millier d'habitants morts noyés. Depuis longtemps terre d'Ovalie, la ville renaît aujourd'hui grâce au sport. Je crois qu'on a contribué à l'équilibre mental de la ville. Mais aussi grâce à une philosophie optimiste et solidaire. Toute la population de Kamaishi a été soudée, comme une équipe. Le rugby nous rassemble et nous rend plus forts. À l'aube de la Coupe du Monde de rugby, envolez-vous en terre nippone dans cet épisode de Billets Retour sur France 24 et France24.com.